Janine Mabunda a été élue mercredi présidente de l'Assemblée nationale pour la première fois en RD Congo. Elle était la seule candidate en course au cours d'une session boycottée par l'opposition. Une grande manifestation réunissant des milliers d'enseignants marocains dits contractuels a été dispersée dans la nuit de mercredi à jeudi à Rabat. La police a fait usage de canons à eau. Le président nigérien Muhammadu Buhari séjourne en Angleterre à compter de ce jeudi et ce jusqu'au 5 mai prochain. Les questions fusent de partout concernant les vrais motifs de cette visite. Bonsoir à chacun et à tous. Zéro palu, je m'engage, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le paludisme commémorée ce 25 avril au Bénin. Un accent particulier a été mis sur les bienfaits de l'artémisia. Les promoteurs de cette plante en vantent l'efficacité contre le paludisme, première cause de mortalité chez les enfants et les femmes enceintes. En attendant de revenir plus amplement sur tous les aspects de la lutte, nous vous proposons un extrait des échanges qui sont tenus au séminaire de Ouando à Porto Novo, capitale du Bénin. Lucille Cornet-Vernet est la fondatrice de l'association Maison de l'Artémisia. L'OMS aujourd'hui ne recommande pas l'artémisia parce qu'elle a peur. Et elle a peur d'une chose grave qui est la résistance du splasmodium à la molécule d'artémisinine et non pas à la plante artémisia. C'est deux choses extrêmement différentes. On a extrait de la plante Artemisia annua une molécule qui s'appelle l'artémisinine et on en a fait des médicaments que vous connaissez tous. L'OMS a peur de la plante Artemisia annua car elle contient cette molécule artémisinine. Et elle a peur que si tout le monde se met à cultiver l'artémisia dans son jardin et en prenne un peu n'importe comment, que la résistance à l'artémisinine, en fait, envahisse l'Afrique. Et c'est tout à fait normal, je dis bien normal, que l'OMS, qui est en charge de la santé mondiale, mette des garde-fous. Nous, ce qu'on dit, c'est que la plante Artemisia annua ne contient pas que de l'artémisinine et elle est une polythérapie d'au moins 20 molécules. On appelle ça une soupe, c'est-à-dire quelque chose qui contient beaucoup de molécules. Aujourd'hui, les études ont montré que dans l'artémisia annua et afra, il y a des centaines de molécules. Savoir exactement laquelle marche comment, avec quoi, etc. C'est une matrice à 400 molécules, c'est des siècles de recherche. Ce sont des siècles de recherche, alors que ça fonctionne très bien. Et qu'aujourd'hui, le risque d'avoir cette résistance à l'artémisinine est quasiment nul. Et c'est ça que nous disons à l'OMS. Et si ce n'est pas nous qui le dirons, ça sera qui? Ça ne sera jamais les laboratoires pharmaceutiques qui vont le dire, puisque eux, ils sont intéressés par avoir l'argent de leurs médicaments. Donc c'est la communauté scientifique, j'allais dire un peu probe, pour le coup. Et c'est une solution locale, efficace et pas chère pour l'Afrique. Et aujourd'hui, il y a encore du pétrole qui amène les médicaments par avion ou par bateau. Le jour où il n'y en aura plus, comment vous allez faire ? Une femme, Janine Mabunda, a été élue ce mercredi présidente de l'Assemblée nationale pour la première fois en République démocratique du Congo. Ancienne ministre et ancienne conseillère de l'ex-président Joseph Kabila dans la lutte contre les violences sexuelles, Janine Mabunda était la seule candidate qui restait en course. Elle a obtenu 375 voix sur 383 votants. C'était au cours d'une session boycottée par les députés de l'opposition. Député de la coalition pro-Kabila, Front commun pour le Congo, FCC, majoritaire à l'Assemblée, la nouvelle présidente avait aussi le soutien de la coalition CAP pour le changement du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. Le FCC et CAT ont constitué un ticket pour se partager la majorité des 7 postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Le poste de premier vice-président revient ainsi à Jean-Marc Kabound, un cadre de catch. Toutes les femmes confondues, toutes tendances confondues, on a soutenu la candidate du fait que pour la première fois qu'on ait une dame au perchoir, et je pense que beaucoup de choses vont changer avec cette nouvelle donne.
Dans son premier discours, Mabunda a invité à mots couverts le président de la République, Félix Tshisekedi, à nommer un gouvernement avant le 15 juin. L'opposition a boycotté mercredi l'élection au perchoir de l'Assemblée pour protester contre la coalition majoritaire qui réunit les partisans du président Félix Tshisekedi et du président honoraire Joseph Kabila. Les députés nationaux de l'opposition informent le peuple congolais qu'ils maintiennent leur décision de ne pas participer à ce processus électoral qui rappelle le beau vieux temps du stalinisme et des partis-États. L'opposition parlementaire réaffirme son refus catégorique de servir d'alibi et de cautionner la consécration en République démocratique du Congo d'une démocratie de pacotille que le peuple congolais n'a cessé de combattre, même au prix du sang. L'opposition parlementaire indique qu'elle a demandé au Conseil d'État d'annuler la décision d'attribuer injustement à la majorité 6 postes au bureau définitif contre un seul, celui de rapporteur adjoint à l'opposition. Le président nigérian Muhammadu Buhari séjournera en Angleterre à compter de ce jour et ce jusqu'au 5 mai prochain. Une information rapportée par la présidence nigériane. Cependant, beaucoup de questions fusent de partout concernant les vrais motifs de cette visite. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour les détails. Le président Muhammadu Buhari se rendra aujourd'hui, jeudi 25 avril 2019, en visite privée au Royaume-Uni, a annoncé la présidence. Femi Adesina, porte-parole de la présidence nigériane, a déclaré dans un communiqué, suite à la visite officielle du président Muhammadu Buhari à Lagos hier mercredi, où il a inauguré un certain nombre de projets exécutés par le gouvernement de l'État, le président Muhammadu Buhari devra se rendre ce jour à Maiduguri, capitale de l'État de Borno, pour une autre visite officielle. À Maiduguri, il devrait inaugurer des projets de développement, en particulier dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des routes. À la fin de cette visite, le président Muhammadu Buhari se rendra au Royaume-Uni en visite privée. Il devrait rentrer au Nigeria le 5 mai 2019. Cependant, depuis le mois dernier, beaucoup d'analystes nigérians se posent la question de savoir à quand le président Muhammadu Buhari formera-t-il son nouveau gouvernement. Ce qui est sûr, il profitera de son séjour londonien pour revoir sa liste de prétendants au poste de ministre pour son second mandat. Pour rappel, en février 2019, la coalition des partis politiques nigérians, CUP, a lors d'un point de presse affirmé que le président Muhammadu Buhari devra être déclaré médicalement inapte pour diriger le Nigeria. Le porte-parole de cette coalition, Ikenga Ugochire, avait déclaré à la presse que la coalition avait demandé une ordonnance enjoignant à M. Buhari de rendre public le résultat de son examen médical passé en Angleterre il y a de cela des mois. Durant son absence, son vice-président Yemi Osinbajo présidera la réunion du Conseil exécutif fédéral. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Le chef de l'ONG et Norwegian Refugee Council, NRC, s'est indigné ce jeudi du silence de la communauté internationale face aux atrocités commises, selon lui, sur des civils des régions anglophones du Cameroun. Des séparatistes et soldats s'affrontent depuis plus d'un an dans le pays. Les précisions. Le silence international entourant les atrocités commises dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun est aussi choquant que les histoires nous racontées sont déchirantes. C'est offusqué Yann Egeland, secrétaire général du NRC, cité dans un communiqué de l'organisation humanitaire. Lorsque la violence aveugle déplace des centaines de milliers de civils, elle déclenche généralement les sonnettes d'alarme de la communauté internationale, a-t-il déclaré, avant d'ajouter « Cela ne semble pas s'appliquer au Cameroun. Il n'existe aucune médiation, aucun programme de secours important, aucun intérêt des médias et peu de pression sur les partis pour qu'elles cessent d'attaquer des civils », a-t-il déploré, appelant à un engagement diplomatique international plus fort pour aider à résoudre le conflit. Les séparatistes anglophones du Cameroun, pays à majorité francophone, militent pour la création d'un État indépendant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Fin 2017, après un an de protestation, des séparatistes ont pris les armes contre Yaoundé. Depuis, ces régions sont le théâtre d'un violent conflit armé qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. Il a déjà forcé plus de 530 000 personnes à fuir leur domicile à l'intérieur du pays, alors que 32 000 autres se sont réfugiés au Nigeria, selon l'ONU. Jeudi dernier, le Parlement européen a adopté une résolution sur le Cameroun où il a déploré les actes de torture, les disparitions forcées,
et les exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces de sécurité comme par les séparatistes armés. Une résolution à laquelle a réagi ce lundi le gouvernement dénonçant une querelle de contre-vérité, d'affirmations gratuites, de récriminations infondées et d'injonctions assorties de chantage dirigées contre les autorités camerounaises. Je l'annonçais en titre, une grande manifestation réunissant des milliers d'enseignants marocains dits contractuels a été dispersée dans la nuit de mercredi à jeudi à Rabat. Les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau. Les images. Ces enseignants contractuels étaient venus camper devant le Parlement, dans le centre-ville de la capitale marocaine, pour protester contre leur statut avant que leur rassemblement ne soit dispersé par les forces de l'ordre. Nous condamnons cette intervention féroce envers les enseignants qui avaient l'intention d'organiser une manifestation pacifique près du Parlement, mais ils sont la cible d'une intervention féroce de la part des forces de l'ordre. Vous voyez comment se comportent les troupes de répression. C'est ça le Maroc d'aujourd'hui. C'est ça le Maroc de la Constitution de 2011. C'est ça le Maroc dont parlent beaucoup de gens. Les enseignants sont sortis pour revendiquer leurs droits légitimes, mais sont confrontés à une répression. Comment un État qui se respecte se comporte de la sorte avec l'enseignant qui doit éduquer toute une génération? Pour faire entendre leur voix, ces enseignants ont lancé début mars un mouvement de grève accompagné d'importantes manifestations. Une réunion avec le ministère, initialement prévue ce mardi et censée aboutir à des solutions, avait été annulée. Le mouvement concerne 55 000 enseignants recrutés dès 2016 sur la base de contrats à durée déterminée, puis intégrés au sein des académies régionales. Eux réclament le statut de fonctionnaire au ministère, gage de sécurité de l'emploi selon eux. Quelques 300 000 élèves ont pâti des absences des enseignants, selon un récent bilan officiel. Et pour finir, les professeurs d'histoire sud-africains se heurtent à un véritable défi pédagogique, celui d'enseigner l'apartheid à leurs étudiants. Il faut dire que 25 ans après la fin du régime de ségrégation raciale, le sujet reste brûlant dans ce pays. Reportage. Un cours d'histoire dans une salle de classe sud-africaine. Mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, les lycéennes de la très chic école pour filles de Herschel, au Cap, parlent de l'apartheid. 46 années d'un régime qu'elles n'ont pas connu, mais dont elles ressentent encore le poids. Je me sens un peu coupable de ce qui s'est passé parfois. Je n'ai rien fait directement, mais en tant que pays. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas parce qu'on estime que le sujet est trop lourd. Mais c'est une discussion qui doit avoir lieu. L'enseignement de l'histoire est optionnel dans les lycées sud-africains. Il est laissé à l'initiative de chaque établissement. À une centaine de kilomètres de là, autre décor, autre cours d'histoire. On parle là aussi d'apartheid, mais ici, dans le township de Worcester, il est également question de ce qu'il en reste. À 500 mètres d'ici, vous avez un bidonville. Mais quand vous allez dans les quartiers blancs, vous ne voyez pas tout ça. Alors les élèves posent des questions. Pourquoi nous on vit comme ça et eux c'est différent? Donc il y a toujours cet héritage. Pendant 1 heure, le professeur Milton Changwa raconte son quotidien sous l'apartheid. Un récit qui trouve un écho dans le présent pour certains élèves. C'est plus soft maintenant parce que personne ne le dénonce ouvertement. Ce n'est pas rendu public si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut voir la vérité en face. Les Blancs sont toujours au-dessus des Noirs. Prenons l'exemple de l'économie. Combien d'entreprises appartiennent à des Noirs? Vous voyez ce que je veux dire? Le gouvernement a annoncé son intention de rendre l'enseignement de l'histoire obligatoire et d'en réviser le programme. Ce sera après les élections prévues le 8 mai dans le pays que Nelson Mandela rêvait de transformer en nation arc-en-ciel. Et c'est sur cet élément que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.